Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui on va parler de fiscalité crypto. La période de déclaration approche à grands pas et du coup il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette thématique. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va voir la fiscalité générale des cryptos dans cette vidéo. Alors comme d'hab, avant d'aborder le sujet, je tiens quand même à préciser quelques petites choses qui sont très importantes. La première, c'est que je ne suis toujours pas fiscaliste. C'est pour ça que cette vidéo a été vérifiée par l'équipe de Waltio, je les remercie vraiment pour leur aide. D'ailleurs, ils ont un outil fiscal qui pourrait grandement t'intéresser et je te reparle d'eux juste après en fin de vidéo. Ensuite, si tu cherches un avocat fiscaliste qui connaît bien la thématique crypto, je te mets de quoi en contacter un en description et en commentaire épinglé. Comme d'hab, c'est Axel Saban du cabinet Revo Avocat. Et enfin, si tu souhaites échanger avec d'autres personnes sur le sujet de la fiscalité crypto, toujours en description et en commentaire épinglé, je te mets un lien vers un groupe Telegram, donc c'est le même que les années précédentes. Dessus, il y a des avocats fiscalistes, il y a plein de personnes qui s'intéressent à ce sujet et tu pourras avoir des échanges vraiment passionnants. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors concernant la fiscalité crypto de cette année, pour la déclaration, il n'y a rien qui a changé par rapport à l'an dernier. Donc en fait, ma vidéo de l'an passé, elle est toujours d'actualité. Par contre, dans cette vidéo, on va approfondir un peu plus le sujet pour apporter des choses nouvelles. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de voir cette vidéo et celle de l'an dernier. Celle de l'an dernier paraîtra beaucoup plus simple, mais celle-ci, pour le coup, ira beaucoup plus dans le détail. Bon, déjà pour commencer, on va faire quelques rappels assez simples concernant la déclaration des revenus, parce que c'est là-dedans qu'on déclare nos revenus crypto, pour les personnes qui connaissent à peine ce sujet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette déclaration se fait une fois par an, d'accord? Et toujours vers la même période, c'est-à-dire de début avril à début juin à peu près. Je dis à peu près parce que d'une année à l'autre, ça varie au niveau des dates, surtout suivant la manière dont tu vas déclarer. Si tu déclares en version papier ou en ligne, ou suivant ta localisation. Les dates d'échéance ne sont pas les mêmes. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on déclare toujours les revenus en année N-1. Par exemple, là, on est en 2025, donc je vais déclarer les revenus de 2024. Alors si tu ne comprends pas pourquoi, c'est tout à fait logique. Regarde, on est en 2025, l'année n'est pas finie. Je peux donc pas déclarer tous les revenus. Donc tu as compris pourquoi, on déclare toujours les revenus de l'année précédente. Donc les revenus de 2025, on les déclare en 2026. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque source de revenus doit être déclarée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que si tu as des salaires, si tu as des revenus liés à des dividendes, si tu as des revenus liés aux cryptos, ça se déclare dans cette déclaration des revenus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque revenu va être, suivant sa nature, va être imposé dans des catégories d'imposition qui peuvent être différentes. Et c'est également le cas pour les cryptos. Alors bien souvent, quand on va parler de crypto, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire « Oui, c'est pas compliqué, tant que tu ne vends pas de crypto contre des euros, c'est pas imposable, et si tu le fais, c'est 30% et puis basta. » Sauf que c'est beaucoup trop simpliste de raisonner comme ça, et en réalité, il y a plusieurs natures de revenus concernant les revenus crypto. Et on va voir ça dans cette vidéo, et à mon avis, il y a certaines personnes qui vont pas trop aimer ce que je vais dire. Alors on va voir pourquoi. Donc déjà, quand on parle de cette fameuse flat tax, tu sais, les 30%, c'est dans le régime des plus-values sur actifs numériques. Donc celui-là, c'est le plus connu, c'est celui qui va concerner le plus de personnes, mais attention à pas mettre tout dedans, parce que souvent on va dire qu'il n'y a que ça, alors que pas du tout. Donc j'ai mis une petite phrase là qui va résumer énormément de choses, et tu verras qu'il va exclure aussi certaines sources de revenus crypto. Donc par exemple, ça va concerner les particuliers qui vont réaliser des cessions à titre onéreux, alors je vais revenir sur cette définition après, et ce, de manière occasionnelle. Donc là, tu as 3 éléments que je viens de surligner qui sont super importants à comprendre. Donc déjà, tu as compris, si tu es professionnel, tu es exclu de ce régime-là. Tu es dans autre chose. Si tu as une activité qui n'est pas occasionnelle, c'est-à-dire habituelle, c'est pareil, tu n'es pas dans ce régime, tu es dans autre chose. Et enfin, si tu as des revenus qui ne sont pas des cessions à titre onéreux, tu es dans autre chose. Alors qu'est-ce qu'une cession à titre onéreux? C'est très simple, c'est quand on va échanger de la crypto contre autre chose. Donc ça, c'est une cession à titre onéreux. Donc ça peut être vraiment plusieurs choses. C'est-à-dire que je vais échanger ça contre du dollar ou de l'euro, je suis sur une cession à titre onéreux. Si j'achète avec mes cryptos un bien, donc par exemple, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça, c'est une cession à titre onéreux également. Si j'achète avec des cryptos un produit, par exemple un hardware wallet, c'est une cession à titre onéreux. Pareil, je paye un service, par exemple le restaurant, avec les cryptos, c'est toujours une cession à titre onéreux. Donc à chaque fois que tu vas réaliser ce type d'opération, tu es imposable là-dessus. Il y a juste un sursis concernant les échanges crypto-crypto, c'est-à-dire que si je fais un échange crypto vers crypto, là, c'est pas imposable.
C'est juste ça qu'il faut comprendre. Donc par exemple, souvent on va me dire, si j'échange du Bitcoin par exemple contre des USDT, bah ça, c'est pas imposable. Pourquoi? Parce que c'est du crypto-crypto. Maintenant, si après j'échange contre des euros, alors là, oui, c'est une cession à titre onéreux, et donc c'est imposable. Donc souvent, on me sortent des exemples comme ça, hein, c'est-à-dire que celle-ci, elle n'est pas imposable, dans cet exemple bien précis, hein, c'est-à-dire j'ai eu des bitcoins, je les ai échangés en USDT, puis ensuite en euros, et ben, il n'y a que cette partie-là qui sera à déclarer après. Voilà, il n'y a que ce que j'ai mis en vert qui sera déclaré. Bon, maintenant que tu as bien compris ce qu'est une cession à titre onéreux et quelles sont les conditions pour être éligible, entre guillemets, à ce régime d'imposition, j'ai une question à te poser. À ton avis, est-ce que les revenus de mining en font partie? Je te pose la question. La réponse est non. Pourquoi? Parce que les revenus de mining, on reçoit des revenus hein, en crypto, mais c'est pas lié à des cessions à titre onéreux. Donc on est dans autre chose. Je te pose une autre question, et c'est là qu'à mon avis, ça va pas faire plaisir à beaucoup de personnes. Concernant le staking, à ton avis, est-ce que c'est imposé dans cette catégorie? Bah, la réponse est normalement non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on sera imposé dans un autre régime. On va y revenir après et je vais te montrer à peu près comment ça se passe. Mais tu vois bien qu'on ne peut pas tout mettre dans ce régime d'imposition comme certains le pensent. Ensuite, il y a d'autres choses à savoir, c'est qu'il y a une exonération qui est prévue hein, si le total des sessions, et j'insiste bien sur le total des sessions annuelles, n'excède pas 305 €. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes, malheureusement, qui font des confusions par rapport à ça. C'est-à-dire que alors, je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Imaginons que j'ai investi 1000 €, d'accord? Si j'ai à la fin 1010 €. Donc là, tu es bien d'accord que si je vends tout, j'ai une plus-value de 10 €. On est bien d'accord? Ok. Eh ben, beaucoup de personnes vont me dire, bah là, on n'est pas imposable parce que j'ai 10 € de plus-value. Sauf que ce qu'il faut bien lire, c'est le total des sessions annuelles. Autrement dit, c'est combien j'ai vendu de crypto sur l'année. On s'en fout des plus-values. Donc là, ce qui serait à prendre en compte, c'est ce montant-là. C'est au-dessus de 305 €, même si j'ai que 10 € de plus-value, je suis imposable et donc du coup, il va falloir que je paye 3 € d'impôt si je suis assujetti à la flat tax. Donc attention à ne pas se tromper parce qu'en réalité, ça concerne très peu de personnes. Il faut avoir vendu pour moins de 305 € sur l'ensemble de tes opérations et on s'en fiche encore une fois des plus-values. Alors, maintenant qu'on a compris ces fameuses règles concernant le régime des plus-values sur actifs numériques, comment est-ce qu'on est imposé? Donc on l'a vu, il y a la fameuse flat tax avec les 30% qu'on appelle le PFU pour prélèvement forfaitaire unique, mais il y a aussi hein, le barème progressif. Alors, concernant la flat tax, c'est très simple, on va imposer uniquement les plus-values à hauteur de 30%. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, hein, on prend l'ensemble des plus et moins-values, on les additionne, on regarde si le montant est positif ou négatif. S'il est positif, on impose à 30%. Ça fonctionne comme ça la flat tax, c'est pas très compliqué. Maintenant pour le barème progressif, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça va prendre en compte l'ensemble des revenus. Donc ça peut être les salaires, ça peut être les revenus crypto, ça peut être si tu as touché des dividendes également. Donc tout ça, il va falloir le mettre ensemble. Et ensuite, on va prendre un exemple pareil pour illustrer ça. Si, par exemple, j'ai gagné au cours de l'année 2024 29 000 € en tout et pour tout, hein, donc salaire, dividende, revenus crypto et compagnie. Hein. Et ben, comment est-ce que ça va fonctionner? Eh ben, regarde, j'ai des tranches d'imposition sur mon tableau, hein, donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Et elles sont toutes imposées différemment, d'accord? Alors là, j'ai une première tranche d'imposition à 11 497 €. Donc ça veut dire quoi? Bah, que j'aurai les premiers 11 497 € qui seront imposés dans cette tranche du barème progressif. Maintenant, le reste, hein, ça sera imposé ici également. Et si j'en avais plus des revenus, j'aurais remonté tout le barème progressif comme ça. Maintenant, comment est-ce que je vais t'imposer? Bah, c'est très simple. Première tranche du barème progressif, on a vu que c'est 0% d'imposition. Mais attention, à ça, on va devoir ajouter 17,2% de prélèvements sociaux. Donc en deux mots, je ne suis pas exactement à 0, mais ça fonctionne à peu près comme la flat tax. Parce que si tu réfléchis, la flat tax, c'est 12,8%, d'accord? C'est ça la flat tax, mais derrière, on rajoute ces 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui nous fait du coup hein, un montant de 30%. Donc là, c'est pareil, on les rajoute. Et c'est comme ça que du coup que je vais pouvoir savoir si à peu près c'est rentable ou non. Mais en réalité, ça va pas suffire, hein, parce que il faut pas que prendre ça en compte, il va falloir aussi prendre en compte ta situation. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Parce que ça peut changer des choses, et c'est ce que j'ai précisé ici, hein, il vaut mieux réaliser une simulation avant. Donc j'ai réalisé une vidéo sur le sujet pour t'expliquer comment faire, je t'invite à aller la voir, pour le coup, elle sera très complémentaire par rapport à celle-ci. Donc ça, grosso modo, hein, c'est pour le régime des plus-values sur actifs numériques. Donc, soit la flat tax, soit le barème progressif, c'est toi qui choisis.
Maintenant, si tu n'es pas concerné par ce régime ou si tu as des sources de revenus qui sont concernées par un autre régime, comme les revenus de staking par exemple, et ben là on va coulisser et on va passer sur le régime des BNC, pour bénéfices non commerciaux. Alors j'ai précisé ici que ça concerne les particuliers, alors ça concerne aussi les professionnels, mais j'en parle un petit peu après pour les professionnels, parce que l'imposition change légèrement et ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus organisé pour cette vidéo. Ensuite, ça va être les particuliers du coup qui ont une activité non commerciale ou effectuant des opérations à titre habituel. On va y revenir sur cette différenciation entre le caractère occasionnel habituel et aussi sur la qualification de professionnel, parce qu'il y a deux, trois petits trucs à savoir aussi. Alors l'imposition se fait au barème progressif, j'ai plus besoin de t'expliquer maintenant. Donc pour ça, tu as deux régimes qui sont prévus à cet effet, donc le régime micro et le régime réel. Le régime micro, c'est quand tu as un chiffre d'affaires qui est inférieur à 77 700 €, d'accord? Et l'imposition se fera du coup sur le chiffre d'affaires et tu bénéficieras d'un abattement fiscal de 34%. Maintenant, dans le cas où tu es au-dessus, où tu le choisis, tu peux passer en réel et là tu auras une imposition sur les bénéfices et il faudra ajouter dans tous les cas les 17% de prélèvements sociaux, que ce soit pour le micro ou pour le réel. Donc, ça, c'est comment ça fonctionne à peu près. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un particulier peut très bien être imposé en BNC sans être considéré comme professionnel. Je précise ça parce qu'au début, c'était pas clair pour moi et j'avais du mal à le comprendre. Donc là, en BNC, tu peux très bien être particulier et en plus de ça, tu n'auras pas de cotisation sociale URSSAF à payer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un risque de requalification en professionnel qui est possible dans le cas où tes revenus deviennent un peu trop habituels et que ça occupe une part trop importante, notamment de tes revenus en général. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Alors, je vais revenir aussi sur cette qualification de professionnel et d'activité habituelle, parce que c'est vrai que c'est pas forcément clair. Donc, déjà, il faut comprendre que la qualification de professionnel reste l'exception. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un trader habituel n'est pas forcément un trader professionnel, ok? Il peut par exemple être imposé dans la catégorie des BNC, mais ne pas être considéré comme professionnel pour autant. Il y a des critères qui vont permettre de déterminer la fréquence de l'activité. Autrement dit, si elle est occasionnelle ou si elle est habituelle. Donc par exemple, on peut prendre le degré de sophistication des transactions. Ça peut être le niveau d'automatisation des trades, les outils qui vont permettre la prise quasi systématique de profit ou permettre la réduction quasi systématique des pertes. Donc ça, ce sont des critères qui font partie d'un faisceau d'indices qui vont permettre de déterminer si oui ou non on est habituel ou occasionnel. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la qualification de professionnel, d'accord, va se faire sur un ensemble d'autres critères. Donc ça peut être par exemple la part que va occuper nos revenus liés à cette activité par rapport aux autres revenus mis bout à bout. Donc si c'est trop important, on peut avoir une requalification notamment de professionnel. Voilà, il y a d'autres critères qui sont à part. Donc il y a des critères pour déterminer si on est occasionnel ou habituel, et il y a des critères pour déterminer si on va plutôt être professionnel. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que plus notre activité va ressembler à une activité de professionnel, plus le risque de requalification forcément sera grand. Une fois que tu as compris ça, tu peux comprendre à peu près comment ça fonctionne entre occasionnel, habituel et professionnel. Alors ça, c'est surtout pour les traders que c'est intéressant, mais dans tous les cas, si vraiment tu commences à hésiter sur cette situation-là et que tu sais pas trop où te placer, vaut mieux aller voir un fiscaliste, il saura déterminer avec précision dans quel cas tu te trouves et ça t'évitera des problèmes. Bon, maintenant qu'on a compris ça, je vais passer à autre chose qui va pas être drôle, enfin quelque chose qui est surtout très incompris la plupart du temps, c'est ce qui va concerner un petit peu la double déclaration. Alors, ça veut dire qu'il y a certains revenus qui peuvent être imposés deux fois, je mets ça vraiment entre guillemets parce que c'est pas vraiment deux fois le même revenu qui va être imposé, mais c'est l'interprétation que beaucoup de personnes ont, et il serait plus juste de dire double déclaration, parce que c'est vrai que moi j'avais du mal à mettre un terme dessus, et c'est Waltio qui m'ont aidé à déterminer un meilleur terme pour expliquer ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des revenus de staking peuvent être imposés, par exemple, une première fois en BNC, puis une seconde fois quand on va vouloir les revendre contre des euros, et donc du coup ça sera une cession à titre onéreux, et là on basculera dans le régime des plus-values sur actifs numériques. Alors je vais te faire un exemple pour que ce soit plus clair, tu verras qu'en fait c'est pas si catastrophique que ça, Donc on va imaginer que j'ai gagné 1000 € de TH, d'accord, sur l'année 2024. Donc ça, on s'en fiche de ce que j'ai avant, d'accord? Je simplifie vraiment mon exemple, donc on se doute que j'ai peut-être 10 ETH qui sont stakés, même peut-être plus pour avoir généré ça, qui sont stakés à part, et ceux-là on va les ignorer. Donc on va juste prendre en compte ces 1000 € de TH que j'ai, et
là, logiquement, si on a compris la chose, hein, ça va être imposé dans le régime des BNC. Ok. Alors maintenant, on s'en fiche aussi du régime micro ou réel, étant donné qu'on va être sur la première tranche du barème d'imposition à 0%, qu'on n'a pas de charge avec ce staking, donc ça ne change rien à notre histoire. Donc ça veut dire quoi? Que je vais être imposé du coup à 0%, mais je rajoute à ça les 17,2% de prélèvements sociaux, donc j'ai une imposition, tu l'auras compris, c'est pas compliqué, de 172 € sur ces revenus. Donc ça, c'est ce que je devrais en BNC. Maintenant, on va supposer autre chose. On va supposer que un peu plus tard, j'ai laissé tourner ces 1000 ETH que j'ai eu, ces 1000 € de TH, et maintenant, ils valent 2000 €. Je décide de les vendre. Donc là, tu te doutes bien que j'ai réalisé une plus-value. Donc, cette plus-value, elle est de combien? Elle est de 1000 €, hein, donc 1000 € de plus-value. Et comment ça va se passer par la suite? Eh bien, c'est pas compliqué. On va imaginer, alors, soit barème progressif, soit flat tax. Nous, on va pas se prendre la tête avec un barème progressif parce qu'il faudrait prendre en compte l'ensemble des revenus. On va prendre la flat tax que tout le monde connaît, donc ça voudrait dire que je paierai du coup 30% sur ce montant-là, ce qui nous ferait un montant de 300 € en tout. Donc là, il y a des personnes qui vont me dire: «Ouais, mais c'est un peu dégueu parce que, attends, je me fais imposer sur 172 €, je me fais imposer ensuite de 300 €, c'est bon, hein, c'est 2 fois en fait, c'est une double imposition et c'est pas cool». Et en réalité, si tu fais le calcul, eh ben, c'est pas si horrible que ça. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, parce que si on additionne ça et ça, on est bien d'accord, hein, on est sur du 472 € en tout et pour tout. OK. Alors, on va supposer maintenant que, finalement, j'ai tout déclaré dans le régime des plus-values sur actifs numériques, au niveau de la flat tax, y compris les revenus de staking. Alors, je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire, parce que la majorité des fiscalistes, des juristes, tablent sur le fait que ces revenus-là sont à déclarer en BNC, mais je sais qu'il y a des personnes qui le font quand même. Mais je vais t'expliquer pourquoi, dans tous les cas, dans cet exemple précis, par exemple, c'est pas rentable. Donc, ces revenus, ça veut dire que ces 1000 € que j'ai vendus, on va dire que je les ai pas vendus. Donc, tant que je les ai pas vendus, j'ai pas besoin de les déclarer. OK, donc ça veut dire qu'on doit les déclarer quand on les vend. Donc, on a vendu à combien? À 2000 €, on est bien d'accord. Donc, si je vends à 2000 € et que je me prends pareil une flat tax dessus, bah, ça sera 30% sur 2000 €. Donc en tout, hein, je devrais 600 €. Donc là, je suis imposé d'un côté à 600 € et de l'autre côté à 472 €. Donc là, on voit bien quand même que c'est plus avantageux de déclarer en BNC. Et oui, parce que le BNC, en fait, va prendre les 1000 € en prix d'acquisition. Alors qu'avec la flat tax, on va prendre on va pas prendre le prix d'acquisition à 0. Donc c'est moins intéressant. Donc c'est juste plus pénible comptablement parlant, mais en réalité, en termes d'optimisation fiscale, la plupart du temps, ça sera plus intéressant de déclarer en BNC tes revenus de staking. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'imposition quand même des professionnels. Alors d'abord pour les BNC, hein, donc là tu vois, je t'avais dit que je ferais un petit topo pour les professionnels, donc c'est quasiment la même chose, sauf que bon, bah, c'est pour les pros. Donc on a toujours ce barème progressif avec un micro en régime et le régime réel. Donc c'est toujours une imposition sur le chiffre d'affaires pour le micro et sur les bénéfices pour le réel. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'on a les cotisations sociales URSSAF à prévoir. On n'a plus les prélèvements sociaux de 17,2. Ensuite, il est quand même possible de se structurer en société. Donc c'est-à-dire que on aura une imposition de 15% sur les bénéfices sous certaines conditions, hein, et au-dessus, après, ça sera 25% au-delà de 42 500 €. Attention, parce qu'il y a une deuxième imposition qui est à prévoir, hein, dans le cas où on va se verser des salaires ou des dividendes. Je précise aussi que c'est plus intéressant, si ça constitue l'unique source de revenus, de souvent se verser du salaire avant le dividende, parce que le salaire est déductible, hein, du dividende. Et pareil, on aura ces fameuses cotisations sociales URSSAF à prévoir. Je ne vais pas m'étendre plus pour les professionnels, parce que ça, généralement, on s'entoure d'un fiscaliste pour faire les choses, mais c'est juste pour que tu comprennes à peu près comment ça s'articule, et si ça t'intéresse, eh ben, tu comprendras à peu près comment ça marche. Du coup, ensuite, je voulais parler aussi d'autres impositions qui sont possibles d'avoir sur les cryptos, parce que là, on a vu le cadre des BNC et aussi du régime des plus-values sur actifs numériques, mais suivant certaines situations bien particulières
ou suivant certains types d'opérations qu'on va vouloir réaliser, on peut se faire imposer dans d'autres catégories sans qu'on y ait vraiment pensé. Donc ça, c'est juste pour te dire de bien faire attention, parce que quand tu vas avoir des revenus trop importants, quand tu vas faire certaines opérations un peu particulières, comme je vais te montrer, tu peux te faire imposer d'une autre manière. Donc c'est-à-dire que là, tu as l'exemple de la CEHR pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc si tu tapes dessus, je te le souhaite, parce que c'est un problème de riche, entre guillemets, hein, ça veut dire que tu as quand même des bons revenus. Mais par contre, ça prévoit une imposition de 3 à 4% sur l'ensemble des revenus du foyer, y compris les revenus BNC. Donc là, forcément, c'est moins plaisant. Deuxième exemple que j'ai trouvé aussi, c'est que si tu vends un bien immobilier, par exemple, contre des cryptos, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se disent oui, il faut démocratiser les cryptos, donc on fait tout en crypto, ok, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que tu veux vendre ta maison, par exemple, en crypto-monnaie, il n'y a aucun problème. Mais attention, parce que le fait de vendre en crypto, ça ne va pas te protéger de l'imposition qu'il y aura sur les plus-values immobilières. Donc, ça veut dire que si tu as une plus-value, tu as intérêt d'avoir le cash de côté pour payer l'imposition qu'il y aura à côté. Parce que sinon, quand tu vas vouloir payer l'imposition, bah, tu devras vendre une partie de tes cryptos contre des euros. Donc, cession à titre onéreux, et boum, imposition au régime des plus-values sur actifs numériques. Donc, c'est pour ça que je te dis de faire attention. Si tu fais des opérations un petit peu particulières, il vaut mieux aussi se tourner vers un fiscaliste. Alors, maintenant, pour terminer, on va parler de la déclaration, et j'ai quasiment fini. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs formulaires à remplir suivant les cas de figure, hein. Donc, il y a un formulaire qui sera à remplir pour tout le monde, professionnel, particulier. C'est-à-dire que ça sera les comptes qui sont détenus dans des plateformes qui sont établies à l'étranger. Alors, je précise ça bien, c'est-à-dire établi à l'étranger. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai des personnes qui me disent il n'y a pas besoin de déclarer les PSAN. Les PSAN sont à déclarer si la plateforme est domiciliée hors de la France. Je te donne un exemple tout bête. Si tu as un compte chez Bitpanda, Bitpanda a le PSAN, tu dois quand même déclarer, parce que Bitpanda n'est pas en France. C'est vraiment très important, c'est la domiciliation qui compte. Alors, maintenant, on a pour le régime des plus-values sur actifs numériques. Dans le cas où tu aurais cédé des cryptos contre autre chose, tu aurais fait des cessions à titre onéreux, tu auras le formulaire 2086 à remplir. Même si tu es en moins-value, même si tu as perdu de l'argent, il faut le remplir. C'est obligatoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, on va mettre le détail de toutes tes sessions, d'accord? Et dedans, on va calculer tes plus ou moins-values pour chaque session. Et à la fin du formulaire, on va additionner tout ça pour déterminer la plus ou moins-value générale. Et c'est sur ce montant que tu seras imposable ou non. Une fois que tu auras fait ça, il y aura du coup le formulaire 2042C à remplir. Alors dans ce formulaire, il y aura deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de rentrer le montant qui sera imposable. Alors s'il est positif, ça sera dans la case 3AN, qui est prévue pour les plus-values, et s'il est négatif, dans la case 3BN, et tu l'auras compris, tu ne seras pas imposable dessus. Par contre, tu ne pourras pas non plus le reporter, malheureusement. Et enfin, tu auras une troisième case qui est apparue depuis l'an dernier, c'est la case 3CN. Si tu la coches, tu vas pouvoir opter pour le barème progressif. Par contre, si tu ne la coches pas, tu restes sur la flat tax. Et enfin, maintenant, concernant le régime des BNC, particulier et pro, tu auras le 2042C Pro à remplir. Donc dedans, on va rentrer le chiffre d'affaires pour les micro BNC et le bénéfice net pour les régimes réels. Alors ensuite, il y aura également le formulaire 2035 à remplir, mais pas pour tout le monde, hein. Ça va concerner le détail des recettes et des charges réelles pour le régime réel. Donc voilà pour la déclaration. Alors maintenant, si ça t'intéresse, sache que j'ai réalisé une vidéo pour t'aider à remplir ta déclaration en tant que particulier. Par exemple, si tu galères à remplir le formulaire 2086, eh bien t'inquiète pas, cette vidéo va très largement t'aider. C'est un tuto complet qui t'explique tout pas à pas. Et c'est pareil, hein, cette vidéo a été vérifiée par Waltio. Et une deuxième chose, si tu ne veux pas te prendre la tête ou si vraiment tu galères encore une fois, sache que Waltio a un outil spécial pour ça. C'est-à-dire qu'avec Waltio, tu vas pouvoir connecter tous tes comptes d'exchange à la plateforme via ce qu'on appelle des API. Alors t'inquiète pas, c'est pas risqué, hein, c'est juste un tunnel d'information que tu vas créer entre Waltio et ta plateforme. Toutes les plateformes ont ces fameuses API. Par contre, depuis tes plateformes, tu vas pouvoir déterminer les données qui vont passer dans ce tunnel d'information. Et en l'occurrence, on va juste autoriser Waltio à avoir un droit de lecture sur l'ensemble de tes comptes. C'est-à-dire qu'il va pouvoir consulter tes transactions, tes échanges, tes envois, tes réceptions de crypto, et puis basta. Et ensuite, avec Waltio, il faut lui communiquer toutes tes adresses de wallet, et via la transparence de la blockchain, ils vont pareil pouvoir retracer toutes les transactions, les swaps et compagnie. Et avec tout ça, ils vont pouvoir rassembler ton portefeuille global, voir les sessions à titre onéreux, tout calculer pour toi et te donner le montant imposable. Ensuite, à travers leur interface, ils ont un flow à suivre, et tu vas remplir ce qu'ils vont te dire
également. Donc tu vois, c'est pas très compliqué et même si tu galères avec ça, sache que cette année encore, je vais réaliser un tuto complet sur Waltio et il sera encore plus complet que les années précédentes, c'est promis. En attendant, si tu veux passer directement par leur service, hein, comme tous les ans, j'ai un code de réduction Julien10 qui offre 10% de réduction chez eux. Donc vraiment un grand merci à toutes les personnes qui passent par ce dernier parce que moi aussi je touche quelque chose derrière et ça soutient mon travail. Sinon, tu peux aussi me soutenir hein, en me mettant un petit like si la vidéo t'a plu, en t'abonnant et en activant la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si jamais, je te mets 2 vidéos qui sont très intéressantes ici. Donc, tu en as une qui t'aidera à faire la déclaration, hein, c'est-à-dire que c'est celle que je te présentais tout à l'heure. Et l'autre, c'est la vidéo sur la fiscalité de l'an dernier, qui est un peu plus simple, mais il y en aura pour tous les goûts comme ça.